Bonjour à tous, installez-vous. Avant de laisser la parole à Eric Calonzo qui va introduire notre intervenant du jour, Frédéric Bonnet, pour cette leçon inaugurale, je tiens à vous remercier de votre présence et à faire un petit mot pour souligner l'importance de cette leçon inaugurale et de ces conférences en général. Alors pour la plupart, il me semble que vous êtes en première année, vous avez entamé des études d'architecture. Et c'est des études extrêmement rythmées, extrêmement éprouvantes et extrêmement demandeuses en travail et qui laissent pas forcément le temps de la pause et de la réflexion. Et cette leçon inaugurale, les leçons du mardi, ces conférences sont autant de moments assez rares et précieux pour vous ouvrir à la pensée architecturale et à prendre le temps de ce recul sur votre pratique. Donc, je vais laisser Eric Alonso introduire l'intervenant du jour. Bonjour, merci Claude. Alors, la leçon inaugurale, c'est une tradition particulière un peu à cette école. La leçon inaugurale, elle a pour but essentiel de s'adresser notamment aux étudiants de première année qui débutent des études d'architecture. Vous pouvez lever la main, les premières années? Ah oui, d'accord, donc ils sont bien là. Donc c'est une conférence pour vous. Qui est censé vous marquer pendant toutes vos études et pour toute votre vie. Donc il faut choisir le conférencier avec, avec beaucoup de précautions. Alors cette année, l'école a sollicité Frédéric Bonnet, qui est architecte, urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme, qui est enseignant dans cette école, et pas seulement, et également enseignant à Mendrisio. Ici, il co-dirige avec moi le DSA d'architecture urbaniste qui est après le diplôme. Alors si on l'a invité cette année, c'est qu'il a été lui-même invité pour participer à l'actuelle Biennale de Venise qui a été dirigée cette année par Shelley McManara et Yvonne Farrell, qui ont été les commissaires d'une grande expo qui s'appelle Free Space, qui est toujours en cours, qui est toujours là, et qui avait une sous-partie sur les pratiques de l'enseignement, et qui s'appuyait, puisque les commissaires de l'exposition, comme Frédéric, enseignent à l'école d'architecture de Mendrisio. Et donc, ils ont sollicité pour l'occasion les enseignants de projet de cette école pour présenter leurs travaux et expliquer ce qu'ils considéraient être l'architecture et la manière de l'enseigner. Donc on s'est dit que c'était une occasion formidable pour en faire la matière de la conférence inaugurale. Cette exposition à la Biennale de Venise a donné lieu à une grosse et belle publication qui s'appelle Level, que vient d'éditer Frédéric Bonnet et qui rassemble le contenu et les propos élaborés à l'occasion de cette exposition. Voilà, il m'a demandé de faire court, donc je lui laisse la parole. Bonjour, donc effectivement, je suis enseignant depuis un certain nombre d'années, donc cette leçon, c'est plutôt une leçon inaugurale normalement. Donc c'est une espèce de cours, c'est un peu... Et j'ai choisi de reprendre en fait les thématiques que j'ai développées à la Biennale de Venise sur des questions d'échelle. C'est-à-dire qu'en gros, alors il y a deux types de références. Il y a ce que je fais à l'agence. Moi j'ai une agence qui s'appelle Obras par ailleurs, qui travaille sur toute une série de projets parfois très grands, de très grande dimension. Et ce que je fais à Mendrisio en 3e, 4e et 5e année où j'enseigne dans un atelier vertical de projets, donc Mendrisio dans le Tessin en Suisse. La maquette, ici, que vous verrez, je reviendrai tout à l'heure dessus, est réalisée par 24 étudiants de mon studio de projet et donc exposée à la Corderie et à la Biennale de Venise. Donc, la question première, j'allais dire, j'ai mis l'architecture à grande échelle, c'est plutôt ce que j'aimerais parler, ce dont j'aimerais vous parler. Je sais que vos enseignants y sont attachés. C'est des questions de... Finalement, l'architecture, ça commence où, ça finit où, quoi. Alors évidemment, l'architecture, c'est faire une maison, c'est faire une école, c'est faire un équipement public, c'est faire une usine peut-être. Ça, je pense que c'est assez clair pour vous. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est aussi faire des espaces publics, dessiner la ville, s'intéresser à la question de la nature,
s'intéresser à la question de l'infrastructure, c'est-à-dire les routes, les ponts, etc. etc. Et pas simplement les édifices, aussi grands soient-ils. Alors c'est beaucoup fondé sur ma pratique depuis 25 ans à l'agence, où on fait des projets. Là, c'est des sortes de résumés des projets, des figures, je ne vais pas détailler, mais en gros qui vont de 40 mètres à 40 km. C'est les échelles de réflexion. Alors évidemment, 40 mètres, ça veut dire que c'est très construit, que c'est un bâtiment et que c'est très concret. Et 40 km, ça veut dire que c'est plutôt une étude sur le devenir d'un territoire. Et entre les deux, vous avez toutes sortes d'échelles intermédiaires. Je reviendrai en fait sur la maquette proprement dite faite par les étudiants. On a exposé dans la Biennale 2 choses, puisque ce que nous avaient demandé les commissaires, Grafton Architectes, 2 femmes irlandaises extraordinaires. Je vous recommande d'ailleurs de regarder ce qu'elles font, Shelley et Yvonne. Nous avaient demandé à 12 profs de Mendrisio, elles ont demandé de venir faire une exposition et d'essayer de mettre en valeur les relations entre la pratique, donc dans l'agence, et l'enseignement. Donc je vais d'abord parler de ces dessins, des grands dessins qui sont 7 projets urbains. Alors là, il y en a 6, mais j'ai fait une section, mais peu importe. 7 projets d'espace public, vous voyez, qui sont ces petites taches noires là, insérées dans une géographie beaucoup plus grande, à Alicante, à La Défense, à Paris, au Havre, à Montreux en Suisse, à Bordeaux, et ici à côté de Toulouse, à côté de l'aéroport de Toulouse. Des quartiers, c'est des projets qui, les petites insectes là qu'on devine, font entre 800 mètres et 1,5 km de long. Donc c'est des projets d'1 kilomètre à peu près, hein, chacun entre 15 et 25 millions d'euros. Donc c'est des projets assez grands qui sont des projets de sol, d'espace public. Et qu'on voit ici, donc on a... Alors j'attire, c'est des grands dessins qui font 1,50 m de long, qui sont exposés à Venise, qui ont été redessinés intégralement par des stagiaires de 2e année de Mendrisio, qui sont à l'agence et qui ont refait les dessins, avec donc qui ont refait de la même manière un peu ces dessins. Et je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur 1 km, 1,5 km ici, plutôt 600 mètres là, etc. Sur plutôt 800 mètres sur celui-là, 1,5 km sur celui-là, etc. On voit que c'est des dessins comme ceux que vous avez peut-être déjà fait ou vous allez commencer à faire, que vous allez faire cette année sur des objets sans doute plus petits. Ce qu'on constate, je vais essayer de m'intéresser plutôt, parce que sur la question de l'architecture, j'essaie de vous montrer un petit peu sur la question du comment. Comment on fait en fait, comment ça se fabrique ces choses-là. Évidemment, quand on a 1 kilomètre de long, il y a un moment donné, c'est un peu désespérant, quoi. On se dit, mais où est-ce que je commence, où est-ce que je finis, qu'est-ce que je vais y mettre? Il va y avoir des fois des milliers de personnes qui vont rassembler là. Parfois, il y a un marché le dimanche matin. Parfois, il y aura des gens qui seront tout seuls. Peut-être le samedi soir, il y aura des groupes qui joueront au ballon par ici, par là. Il y aura toute une série d'usages assez complexes. Et dans un espace public, même d'1 kilomètre de long, c'est exactement comme une maison. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens à un moment donné. Il faut trouver le moyen en dessinant, parce que notre responsabilité, c'est de dessiner pour construire, de faire des choix, de dire, voilà, ça commence ici, ça finit là, ça fait telle mesure, ça fait 20 mètres, la fenêtre, elle fait 2 mètres, etc. Donc c'est une série de décisions qui sont prises, qu'on propose, de manière interactive, évidemment. Il faut arriver à faire en sorte que, par exemple, dans une maison, qu'il y ait 10 personnes ou 1 personne, il faut que ça fonctionne. Que vous soyez tout seul dans une salle de bain ou à un moment donné 10 dans la salle de jour, il faut que ça fonctionne. Il faut tenir l'échelle de la rue qui est devant vous, etc. Il faut que la maison elle soit en accord avec les maisons qui sont à côté, etc. C'est exactement pareil ici. Et pour ça, il y a... En fait, on fabrique une structure, c'est-à-dire quelque chose qui donne un ordre, des limites, une matérialité. On sait dire que là, c'est du béton, que là, c'est de l'acier, par exemple. On sait dire qu'il va y avoir des ensembles, des sous-ensembles. Dans ces sous-ensembles, peut-être encore des partitions plus petites, etc. Ça, moi, j'appelle ça une structure. On peut appeler ça un motif aussi. C'est une structure qui est hiérarchisée, qui est dessinée et qui est destinée à être construite. Donc là, je suis vraiment dans le comment. La première chose, donc,
Ça, c'est des discussions que j'ai encore la semaine dernière avec mes étudiants. Premièrement, il y a une question d'échelle. C'est-à-dire que la figure que vous voyez ici, chaque figure, est toujours incluse dans une géographie plus ample. C'est-à-dire qu'elle fait toujours partie, le moindre objet que vous allez dessiner, quelle que soit sa taille, fait toujours partie d'un système qui est plus ample. La maison qui fait partie de la rue qui fait partie de la ville, etc. etc. Ça, c'est très important. Ensuite, le motif de ces structures, ces dessins, ici par exemple, ils sont à la fois unitaires et en même temps, ils incluent des variations. Par exemple, je prends un autre exemple sur un bâtiment. Quand vous avez une structure ou une façade, vous avez en général une impression d'unité. Quand vous regardez l'école de l'extérieur, vous n'avez pas l'impression qu'il y a 10 écoles qui sont assemblées. Elle est différente du bâtiment d'à côté. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, elle s'identifie en tant que telle comme un. Et en même temps, il y a des variations. Ce n'est pas que les fenêtres, c'est des sous-parties, il y a des choses comme ça. Ensuite, la deuxième chose, l'intérêt de penser à cette question de structure, c'est qu'il y a à la fois l'idée, et ça c'est peut-être quelque chose qui vous échappe encore, parce que enfin pour les premières années, parce qu'après j'ai vu qu'il y avait des experts là, donc voire même des diplômés. Mais en tous les cas, peut-être quelque chose qui ne vous est pas encore complètement familier. Il y a une idée d'ordre, c'est-à-dire une idée assez simple. En général, il y a une question géométrique qui est liée à la structure, plutôt dans un bâtiment, qui fait qu'on identifie une forme autonome, qu'on sait reconnaître, qui a sa propre cohérence, son propre rythme, ses propres dimensions. Et en même temps, on fait toujours un bâtiment ou un espace public dans un ensemble, dans quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire vous avez toujours l'existant qui vous résiste. Le sol, une rivière qui est ici, une rue, la maison voisine, le jardin, un arbre qui est là, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à la fois un exercice intellectuel qui va vers l'abstraction, et donc vers la figure et la géométrie, vers quelque chose qu'on sait reconnaître, qu'on sait expliquer, et puis vous avez une rugosité, une résistance, une adaptation, des variations, des impuretés, on va dire, dans la négociation avec les éléments de l'existant. Quatrième chose, la structure, elle est toujours là pour construire. Et on verra dans les espaces publics, c'est-à-dire que le paveur, quand il arrive avec son pavé qui fait 10 cm par 10 cm dans le kilomètre qu'il a à faire, il ne commence pas par un pavé, puis il ne met pas un autre pavé. Il faut d'abord des lignes directrices dans lesquelles il va poser les pavés, etc. Ça s'appelle la structure. Voilà. Et enfin, ça c'est une chose qui est déterminante, c'est que la capacité qu'on a à résoudre toute une série de contraintes, parfois assez compliquées, dans un même ensemble, coordonné, c'est une manière d'accueillir les contraintes techniques, j'allais dire, qui sont nombreuses, qui sont parfois assez dramatiques. Le risque, par exemple, la mer qui déborde, on travaille beaucoup là-dessus au DSA, dans le projet de manière positive, comme quelque chose sur laquelle on va s'appuyer. Donc tout ça a l'air un peu abstrait, mais vous voyez, quand on a affaire, par exemple, au bord du lac Léman, face à un paysage qui est celui-ci, dans un environnement qui s'est petit à petit, qui est un des plus beaux rivages du monde, hein, c'est absolument magnifique d'être ici, mais en même temps, parce qu'on a rajouté des choses petit à petit, etc., parce qu'on n'a jamais réussi à dire non au fait que les voitures sont un petit peu partout, les poubelles sont un petit peu partout, les kiosques sont un petit peu partout, etc. Au final, on ne voit plus ce paysage. Et donc, quand il s'agit de redonner une forme à cet espace, le rivage, donc ça, on est en train de faire ça en Suisse aujourd'hui, il faut trouver une structure très forte qui est capable d'accueillir toutes ces variations et de les remettre en ordre. Donc là, c'est assez simple, ce qu'on a trouvé, ça part souvent de questions très géographiques. Là, ça, c'est une élévation, ça, c'est un plan. En élévation, on a l'eau qui est horizontale, la route cantonale qui suit les collines. On est juste à l'endroit de la tangence, ici. Donc, c'est pas plat, c'est légèrement en pente sur les côtés. Et en plan, on a la même
route cantonale qui suit les ondulations des collines, et ici, et la côte. Et on a tout simplement choisi de trouver un motif général qui est de cet ordre-là, qui organise de manière très simple. Alors, il ne faut pas oublier, ça fait 800 mètres. Donc, on commence, vous voyez, par l'image d'ensemble, et ensuite, on la dégrade, et on lui fait accueillir toutes les variations, les arbres qui existent, les éléments de topographie, le restaurant qui est ici au milieu, l'embarcadère du Rhône, un nouveau kiosque à musique, etc. On ne commence pas par ici, puis petit à petit, en ajoutant une idée tous les 10 mètres. On cherche quelque chose. Et vous voyez ce motif qui organise l'espace de manière assez paisible. Ça, c'est une vue perspective, très simple. Il est aussi très facile à construire, parce que c'est des éléments répétitifs. Donc je retrouve mes thèmes de tout à l'heure, la construction, le rapport avec la géographie. C'est-à-dire que ce motif, il vient naturellement... Il est familier avec la géographie puisqu'il s'appuie sur les lignes qui sont celles de l'eau et celles de la route qui préexistent et que tout le monde connaît, et que tout le monde peut voir et que tout le monde pratique, reconnaît. On se promène le long de l'eau, on se promène le long de la route. Et on organise, grâce à cette structure, toute la complexité des usages, de l'existant, des arbres qui sont là, des nouveaux arbres, des nouveaux kiosques. On réorganise les voitures, qui de coup se soumettent à la figure d'ensemble, qui sont plus elles, qui viennent imposer leur propre logique, etc. Ça permet d'organiser la topographie de manière très régulière. Et vous verrez qu'après, ça c'est des choses, c'est de la même manière qu'on construit le poteau avant la paroi, souvent. On construit ces lignes-là avant de construire ces sols-là. Au Havre, un grand projet de plusieurs kilomètres de quai, qu'on avait installé dans la géométrie de l'estuaire historique. Donc on a fait une partie de cette promenade, là, 3 km, qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, la plage qu'avait fait Alexandre Chemetov. Et puis maintenant, ils sont en train de faire cette promenade le long du canal, ici. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le motif qu'on voyait, alors je peux revenir au dessin rapidement, qui est ici, celui-là, là, où on voit bien qu'il y a des sous-parties, mais que la manière dont elles sont construites leur donne une certaine unité. Mais ça permet à la fois de garder, par exemple, le linéaire de quai. Ici, on a un quai qui fait 700 mètres de long, qui est tout l'intérêt d'être sur un port. Vous voyez, un port, vous avez des grandes dimensions comme ça. Donc les couper, ça serait bête, ça serait quelque part comment dirais-je, se couper l'herbe sous les pieds, se mettre des lunettes qui empêchent de voir. C'est magnifique, ces horizons, avec les grues et tout ça. Donc il faut arriver à garder cette grande dimension qu'on voit ici, 700 mètres. Et en même temps, je viens tout seul l'après-midi pour bouquiner, ou je suis avec mon gamin et j'ai envie de jouer dans un coin. J'ai pas envie non plus d'être constamment dans l'immensité de l'horizon, quoi. À un moment donné, j'ai besoin d'être accueilli dans quelque chose qui est de l'ordre du jardin, ici, et qui est beaucoup plus petit. Et c'est parce qu'il y a un dessin, en fait, qui met en rapport le petit, qui est ce jardin, et le grand, que je peux avoir les deux choses, la jouissance de l'horizon et le plaisir d'être à un moment donné dans un endroit beaucoup plus isolé, beaucoup plus protégé. De la même manière, cette structure, elle me permet de construire le sol, de construire des promenades de 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres, qui sont ici en béton, avec des bordures en fonte, et un sol en béton, des sols en pierre, des rails, etc. Il y a toujours une dimension constructive extrêmement forte. Et puis, dernier exemple, encore un espace public, hein, à Bordeaux. Donc les quais qui ont été aménagés par Michel Corajou, paysagiste, et son atelier, il y a quelques années. Et donc on avait vous voyez cette place, qui est une des places de référence de Bordeaux, la place Saint-Michel, qui en réalité est composée de plusieurs places. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 places différentes, liées à une histoire un peu compliquée. Il y avait la ville médiévale, il y a eu des choses démolies, des choses refaites, etc. Donc on est un peu dans la contingence, c'est-à-dire dans le résultat d'une série d'actions non coordonnées, assez hétéroclites. Et on a sur cette place un des plus grands marchés de Bordeaux, plusieurs jours par semaine, qui se déploie. Donc on a cherché, là encore,
il y avait une très grande fragmentation, on avait du mal à traverser la place, on ne savait pas très bien où on était, à vrai dire. On a cherché dans le parcellaire, qui est appuyé sur la topographie et le parcours de l'eau. Sur les sols, on travaille beaucoup sur la question de l'eau, comment l'eau coule, mais aussi des flux, comment les gens se déplacent. En disant finalement, on s'est aperçu, vous voyez en noir, que les parcelles sont orientées presque comme un liquide, de manière un peu comme des vagues, de manière presque fluide. Elles s'adaptent au terrain, au mieux. Donc il y a celles qui sont sur les courbes de niveau, et puis il y a celles qui sont sur les courbes de niveau, c'est celles-là, et celles qui sont dans l'autre sens. Et donc on a croisé en bleu ces deux motifs pour fabriquer le motif unitaire du site. Avec une idée simple, qui est de dire c'est pas parce que la forme est complexe que le principe géométrique n'est pas simple. Vous voyez, ça c'est une forme très complexe, mais en même temps c'est très simple quand vous regardez le coquillage. C'est un coup dans la spirale, un coup en long. C'est construit comme ça, parce que le coquillage, c'est les lignes de croissance, en fait. Donc c'est aussi une question de construction. Et ça fabrique une chose qui est à la fois très complexe et très simple. Et comme on avait un espace très complexe, et qu'il fallait... Alors ça marche très bien, parce que, vous savez, quand vous êtes gamin, vous suivez toujours les... Enfin, même des fois, pas quand on est gamin. On suit les lignes du sol. Quand il y a des pierres, on se dit, je vais choisir la pierre. On s'amuse. Et il se trouve que là, le marché, 250 commerçants différents. Donc le marché, depuis très longtemps, il y a deux grandes typologies de marché. Le marché labyrinthe, c'est le souk, qui est plutôt fondé sur la tramevière. Et puis il y a le marché camp romain, qui est la grille. Hein. On connaît bien à Paris beaucoup le modèle de la grille. Le problème, c'est comment vous mettez une grille rectangulaire dans un espace comme ça. C'est impossible. Et c'est ce qu'ils avaient avant. Donc ça butait de partout. Quand on arrivait, on butait. Maintenant, les gens, quand ils arrivent par une rue comme ça, comme le marché est organisé sur cette grille, ils peuvent traverser jusqu'à la rue d'après. Ce qu'on voit sur... Vous voyez, vous traversez jusqu'à la rue d'après. Comme tout est calé sur le principe du parcellaire et des rues, vous traversez le marché sans vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est sur l'idée du camp romain qu'on a transformé en souk, en gros. C'est l'hybridation des deux modèles, et on le parcourt de manière continue, puisque c'est très simple, hein, c'est très concret. Parce qu'au début, j'ai eu l'air de faire des choses très théoriques comme ça. C'est très concret, c'est-à-dire le gars, il arrive le matin, il a des petits repères qui sont intégrés à la grille, il sait qu'il a 2 repères ou 4 repères, selon le taxe qu'il paye, il se pose là où, sur la grille. En fait, la grille l'aide à se poser. Donc c'est quelque chose de concret, et c'est ce qui fait la distribution du marché. Et ça organise aussi la construction du sol. Vous voyez ? C'est-à-dire, le paveur, alors il y a des lignes secondaires sont ici, les lignes principales sont ici, donc vous avez des rectangles, là. Donc on commence par mettre cette grande trame, là, et après le paveur, ou les paveurs, parce que c'est des équipes, ils n'ont plus que ça à faire. Et donc après ils font ça, un jour ils font ça, le lendemain ils font ça, etc. Et donc tout d'un coup, le fait d'avoir dessiné les choses selon une structure, ça permet de construire. Sinon c'est impossible, hein. Parce qu'en plus, non seulement c'est courbe en plan, mais c'est courbe en coupe aussi. La place, elle est légèrement bombée. Donc voilà. Donc ça, c'était la première réflexion sur... Des grandes architectures de sol d'1 kilomètre de long. Deuxième réflexion sur la manière d'enseigner, et j'allais dire la manière d'enseigner dans une école d'architecture, des questions d'architecture bien sûr, mais en rapport avec des questions de territoire, beaucoup plus larges. Donc je vous le signale pour les premières années, vous le savez, puisque j'ai fait quelques entretiens les années précédentes, les futures premières années. En général, quand vous venez là, vous savez à peu près où vous mettez les pieds. C'est une école qui s'est fondée sur cette association entre architecture et territoire, architecture et paysage. D'accord ? Et la question, c'est comment on enseigne ça ? Donc, moi, je travaille. Donc, ça, c'est juste quelques exemples à Mendrisio. Je travaille avec des groupes d'étudiants qui font à peu près 24, 25 étudiants. Et je les fais travailler sur des sites. Ça, c'est en Suisse.
avec une thématique qui ici était la question de la densification. Comment on fait pour qu'au lieu de construire dans la campagne, là, dans les champs, c'est déjà pas mal construit, vous voyez, on essaie de densifier près des gares, etc. On essaie d'avoir une ville un peu plus efficace pour dépenser moins de carbone, pour être plus écologique, pour rapprocher les gens aussi des services, des écoles, etc., des moyens de transport, pour toute une série de questions qui sont plutôt des questions sociétales, qui ne sont pas directement des questions architecturales, bien évidemment. Et ça pose la question, alors là c'est peut-être un peu plus compliqué, mais j'allais dire, mon hypothèse d'enseignement, en tous les cas dans le cadre de ce studio, c'est que on a du mal aujourd'hui, et ça rejoint la question du débat sur le changement climatique, donc là vous en êtes familier parce que vous baignez dedans, j'allais dire comme nous tous, on a du mal à avoir la grande idée, et j'allais dire, il n'y a pas la grande idée ou quelqu'un qui tout d'un coup va résoudre la question à notre place. Comme s'il y avait une sorte de grand rêve, de grands systèmes qui viendraient tout d'un coup résoudre. Et par contre, toutes les petites actions ont une responsabilité particulière dans la vision d'ensemble. Et en gros, ce que j'essaye de montrer, d'articuler, de faire prendre conscience aux étudiants, c'est que tout bâtiment a une implication, tout bâtiment, tout programme, quel que soit d'ailleurs, si ce n'est pas forcément un bâtiment. Il y a un des étudiants, par exemple, qui faisait un parc, là, ici, un grand parc. Donc, vous voyez, chaque étudiant a un point noir, là, le parc. Donc, parfois, c'est une gare, parfois, c'est un parc, parfois, c'est une école, parfois, c'est du logement, parfois, c'est des équipements. Enfin, il y a des choses très différentes, le réaménagement d'un centre, ici. Chaque action a une responsabilité sur le fonctionnement de l'ensemble. C'est-à-dire l'architecture est responsable, le petit est responsable du grand. On n'est plus au temps de Louis XIV, où il y avait Louis XIV, Colbert, le nôtre, et puis Louis XIV qui disait « Ok, on organise tout comme je le dis », Colbert qui était responsable du management de tout ça, et le nôtre qui dessinait le plan, la carte des chasses et l'organisation de la région parisienne, de châteaux à parcs, etc., avec des allées, des grandes séquences et tout ça. On n'est plus du tout dans ce système. Et donc, ça veut dire, et en plus, comme vous le voyez, typiquement, et puis on le sait très bien à Marne-la-Vallée, on n'est plus non plus dans une ville, on est dans une ville au sens large, très complexe, où on n'a pas un système de voisinage qui fait que quand vous avez un bâtiment, pour le remplacer, vous savez à peu près quoi faire. Quand vous êtes dans le centre de Paris, quand vous avez un bâtiment, si vous démolissez un bâtiment, entre deux autres bâtiments, vous avez des systèmes de continuité qui fait que vous savez par exemple comment l'aligner à peu près pour refaire la rue. C'est relativement simple. À Marne-la-Vallée, c'est un peu plus compliqué parce que si j'élargis un peu le regard, vous avez la Marne en bas, vous avez des autoroutes partout, vous avez des zones un peu résiduelles, vous avez des petites maisons, des gros immeubles, des très grosses choses, des toutes petites choses, des séquences de nature, des grands parcs avec des jardins, etc. Vous avez un collage d'objets et de situations extrêmement différents. Ce qui veut dire que l'architecte, à un moment donné, ça ne doit pas être simplement celui qui est capable de remplir un vide entre deux bâtiments ou de poser une très très belle maison dans un paysage sublime, comme ça, toute seule, dans une espèce d'image irréelle et qui n'arrive pas souvent comme programme. On n'a pas souvent des commandes comme ça. Mais c'est plutôt, à un moment donné, se coltiner le bord de l'autoroute, le lotissement, la caisse d'activité, l'école dans un environnement pas forcément tout à fait, j'allais dire, complètement adapté, etc. Donc on doit avoir une capacité à traiter des questions de sol, à traiter des questions de paysage, à traiter des questions d'infrastructure, à être beaucoup plus performant qu'on avait pu l'être quand on se limitait aux bâtiments. Donc parfois il y a des parcs, parfois c'est des espaces publics avec des bâtiments, vous voyez. Un grand parc avec un bord de rivière. Et puis à un moment donné, il faut aussi être là-dedans, quoi. Aussi. La construction, comment coule l'eau, comment on récupère l'eau. Donc tout ça, c'est extrêmement multiscalaire. Et ce qu'on a fait dans cette maquette-là, qu'on co-construit les étudiants, je leur ai donné un site en Suisse, qui est un site tout à fait ordinaire, petit village, avec des maisons qui poussent, parce qu'il y a une grande ville trop chère, là, alors tous les jeunes, ils vont venir habiter là, dans cette vallée,
Il y a encore des vignes un petit peu, mais de moins en moins. Vous voyez quelques ouvrages d'art, il y a un train, il y a un pont qui passe ici. Et puis c'est une zone, comme c'est très beau, le paysage, c'est une rivière alpine qui descend. Il y a des gorges, il y a aussi des falaises avec des escalades. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Milan, de Zurich, etc., pour faire de l'escalade, du canoëing, etc. Donc il y a une espèce de choc des cultures entre le petit village traditionnel, avec les vignes et tout ça, les habitants avec les jeunes couples plutôt surdiplômés, mais qui ont pas assez d'argent pour habiter sur la côte, le bord du lac Majeur, qui viennent faire construire leur maison parce qu'ils ont 2 enfants et que c'est trop cher pour le faire. Donc on est dans la périurbanisation, qui entre en conflit, enfin en tous les cas en rapport avec une certaine tension avec le vieux village. Et puis vous avez tous les jeunes, ou enfin plutôt des jeunes, mais pas que, qui viennent des grandes métropoles pour faire du sport extrême, etc. Donc les étudiants, moi je leur demande de prendre possession du site, de faire un diagnostic sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est génial, qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce site, sans trop s'intéresser à la maîtrise d'ouvrage. Mais vous allez voir après, on reconnaît des maîtrises d'ouvrage potentielles, très facilement. Et ils ont une capacité, tout ça en 3 mois, hein, ils font, hein, une capacité à faire le diagnostic qui est assez fantastique, je trouve, de reconnaître à la fois ce qu'il y a d'extraordinaire sur le site et ce sur quoi on va s'appuyer, et en même temps les problèmes qu'on peut résoudre en rajoutant des choses ou en transformant des choses. Ce qui veut dire qu'ils choisissent, sur ce grand site, leur site et leur programme. Donc ça, ils ont 3 semaines pour faire ça. Et qu'après, ils doivent développer, vous allez voir, des coupes au 20e, et toute une série. Donc c'est un site à la fois extraordinaire, parce qu'il y a une rivière alpine et tout ça, mais en même temps très ordinaire. Vous voyez, on reconnaît, ça pourrait être, vous voyez, Locarno, Ascona. Maintenant, tout ça, c'est le lac Majeur, c'est beaucoup trop cher, c'est plein. D'ailleurs, maintenant, vous voyez, c'est plein, c'est complètement plein. Et donc ici, juste un peu derrière, dans ce très beau paysage, vous avez le début de la périurbanisation. Et donc voilà ce que ça donne en général, par je ne sais quel miracle, ça c'est l'existant, quand les étudiants se posent, j'allais dire, les 24 étudiants, ils disent « moi je fais une passerelle, moi je fais une auberge de jeunesse, moi je trouve qu'il n'y a pas d'emploi dans ce site, donc il y a tel ou tel endroit où on pourrait accueillir des emplois et ça pourrait être plutôt ceci ou plutôt cela ». Ils font des enquêtes, interviews sur place, ils vont chercher des données. Moi, à chaque fois, ça me surprend. Ils ont une capacité à ramener des données concrètes, hein, avec par exemple sur l'âge des gens qui sont là, sur les revenus, sur la richesse qui est là, sur le nombre d'entreprises, le nombre d'emplois, etc. Pour essayer de comprendre comment ça se passe, quels sont les problèmes. Et donc, on se retrouve avec une série d'interventions qui sont souvent très coordonnées. Par exemple, ici, il y a la gare, un hôtel qui est un peu pourri. On ne sait pas où se garer, on ne profite même pas de la rivière. On sait à peine comment sortir du train. On arrive sur un carrefour où tout le monde se croise. Si on traverse le pont, on se fait écraser parce qu'il n'y a pas la place. Il y a beaucoup trop de trafic. Puis on arrive en face, il n'y a aucun espace public. Il y a quelques restaurants, mais il n'y a pas d'hébergement, par exemple, pour les jeunes qui sont pourtant nombreux à ces sites, etc. Et donc, il y a toute une série de propositions qui articulent des besoins qui sont des besoins réels qu'on pourrait très bien imaginer être réalisés par des investisseurs privés ou par des institutions publiques. Par exemple, faire une passerelle piétonne qui traverse les gorges parce que c'est très dangereux de passer sur le pont parce qu'il n'a pas été conçu pour ça et qu'aujourd'hui, une famille avec 2 enfants, elle ne peut pas le traverser en toute sécurité. Ça paraît normal, par exemple, que le canton, à un moment donné, dise écoutez, on met 2 millions, on va financer une passerelle et puis on fait un concours d'architecture, puis voilà, on fait un concours d'architecture. L'hôtel merdique où on ne sait pas se garer, ça paraît assez normal que dans les années qui viennent, le propriétaire de l'hôtel se dise quand même, avec la fréquentation qu'il y a, ça serait bien que j'aménage mon hôtel, et puis comme j'ai la gare à côté, je vais discuter avec les CFF, la SNCF Suisse, pour voir si en même temps que j'aménage l'entrée de l'hôtel, je ne peux pas trouver une relation avec l'entrée de la gare qui soit meilleure, etc. Donc tout ça, c'est des projets simples, et qui se mettent en place de manière assez... Et vous voyez la diversité, c'est-à-dire qu'au début... Donc ça, après, c'est les étudiants, mais... Vous voyez, la question de la nature. Donc là, il y a clairement l'escalade, le canoëing. Et ici, c'est un étudiant qui a proposé un ouvrage
pour assainir l'eau à l'endroit où tout le monde se baigne et pour favoriser le courant, en fait, régler en fait la question de l'eau. Donc c'est une infrastructure, c'est un canal, un barrage, etc. Où ils ont travaillé de manière très précise sur ces questions. La question de l'infrastructure est de traverser la topographie, des ponts, des passerelles, des stationnements, etc. Des espaces publics, j'allais dire de référence proprement dit, une place pour le village, etc. La question du système de parcs et des jardins pour descendre ici, monter vers l'escalade ou descendre vers la rivière. Et puis, ils avaient remarqué que le méandre de la rivière était une espèce de zone de friche où tous les gens qui habitent dans les pavillons autour, en réalité, le matin, comme à la campagne et comme en périurbain chez nous, comme en Marne, en Seine-et-Marne, il y a des lotissements, mais en réalité, les gens, ils profitent de la nature qui est autour et de l'agriculture qui est autour. Ils vont promener leurs chiens, ils vont faire du footing, ils vont faire du VTT, etc. Ils se baladent, quoi. C'est-à-dire que tout ce paysage-là, il sert à quelque chose. Mais parfois, c'est un peu quelques dysfonctionnements. Donc, il proposait d'organiser, en fait, les berges de la rivière comme un système de parc avec des petits équipements. Des équipements ici, proprement dit, qui vont du restaurant à l'auberge jeunesse, mais il y a aussi des équipements pour les personnes âgées, une crèche, etc., du logement et de la production. Deux chais et un centre de santé. Et après, alors on voit pas très bien, c'est pas facile, je suis désolé. J'aurais demandé de faire des dessins un peu à la Okuzai, je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur japonais, qui sont des dessins de synthèse, hein, parce qu'ils font aussi des plans par ailleurs et des coupes, enfin ce que vous faites, enfin des choses assez traditionnelles. Ce sont des dessins de synthèse où il y a à la fois une coupe technique de l'ouvrage, c'est des grands dessins qui font 1,50 m, alors c'est pas facile à reproduire, et puis le paysage qui est autour. Alors je les oblige, j'ai interdit les hachures dans le sol. Je les oblige à faire des hypothèses sur la structure du sol. Alors, parfois, c'est pas toujours exactement ça, mais de manière, parce qu'en réalité, le rapport avec le sol, pour l'architecture, il est absolument fondamental. On creuse, puis on a l'impression que c'est un truc abstrait, qu'il suffit qu'il y ait un mec qui va venir faire les fondations, puis souvent c'est une chose très technique, très sale, comme ça, il y a de la boue, on s'y intéresse pas, alors qu'en réalité, le rapport au sol, la première grande, j'allais dire, question écologique que posent les bâtiments, c'est comment ils se posent sur le sol et quel impact ils vont avoir sur le sol, sur l'eau, sur l'écoulement des flux, sur le milieu naturel. Donc c'est important de se rendre compte que le sol, c'est du sable et des graviers, c'est du rocher, il y a des plantes qui ont besoin de terre pour vivre, et que l'interaction entre ce qui est construit et la végétation notamment est toujours assez conflictuelle. Oui, ça c'est des espaces publics, c'est 2 jardins, un bâtiment qui descend vers le fleuve, une auberge jeunesse un peu en belvédère, là, avec au-dessus de la falaise. Ça c'est le centre de santé de réhabilitation en fait, un endroit où il y avait un bassin qui servait à l'alimentation d'une centrale électrique. Un centre civique dans le centre du village, la place du village, avec un nouveau bâtiment et l'ancien bâtiment de l'église. Donc après, donc ça c'est dans le système de parc, c'est des kiosques, des abris. Le système pour récupérer l'eau, de faire un nouveau canal pour assainir toute la partie de la plage qui est ici. Donc ça c'est une promenade qui fait plusieurs centaines de mètres de long, qui est construite en pierre, là comme ça. Un jardin en terrasse, qui permettent de descendre depuis la route jusqu'à la plage, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc les gens traversent les jardins, par exemple, tous les touristes qui viennent de Locarno, quand ils vont se baigner, traversent les jardins privés, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Donc à un moment donné, c'est des questions qui méritent d'être résolues, qui pourraient se résoudre. Et ce que j'essaie de montrer, enfin ce que mes étudiants essaient de montrer, c'est plutôt les étudiants qui font le boulot, moi je coordonne, c'est que l'architecture, elle peut être utile dans des milliers de situations différentes, qu'elle est quelque part sous-utilisée. Et elle l'a été, en plus, dans l'histoire, ce type de choses, d'avoir un escalier qui descend. Alors, c'était pas forcément un architecte qui faisait, mais il y avait une espèce de soin apporté. Il suffit de visiter beaucoup de villes historiques. Vous aviez un soin apporté à des questions simples, fonctionnelles. Accéder à la rivière. Il suffit de regarder quand vous regardez les puits en Inde, qui sont des architectures extraordinaires, qui en fait permettaient d'accéder à l'eau en profondeur, par exemple, des choses comme ça, qui sont magnifiques et qui étaient faites avec une très grande attention.
Beaucoup, beaucoup d'attention. Donc c'est retrouver ça, et évidemment... Alors moi, ce que j'aime bien, parce que... Alors, ces étudiants de master, hein, donc ils ne sont pas en première année, mais cette étudiante qui était une étudiante de master 2... master 1, pardon. Donc, alors master 1, c'est 4e année. Elle a non seulement choisi son programme et la localisation de la passerelle, mais elle a calculé la passerelle. C'est-à-dire qu'on a un système à Mendrisio, moi personnellement j'aimerais bien que ce soit comme ça à Marne, où il y a tout un groupe d'ingénieurs et on les consulte comme un architecte consulte, enfin comme il travaille avec les ingénieurs, c'est même pas qu'on consulte, c'est-à-dire que très en amont, ils vont voir l'équipe des ingénieurs de l'école. Et moi je l'avais fait parce qu'en fait la passerelle touche pas le rocher là, et donc il y avait l'idée de la marche. Et souvent, si on était en hiver, en été, parce qu'il fait chaud, il fait froid, en fait, avec la dilatation des câbles. Donc, elle a calculé il y a une dizaine de centimètres, c'est-à-dire il y a 10 centimètres de plus l'été que l'hiver, à cause non, c'est le contraire, 10 centimètres de plus l'hiver que l'été, à cause de la dilatation de ces câbles. Donc, tout ça, c'est en plus calculé, quoi. C'est-à-dire, c'est mesuré avec beaucoup d'attention. Le centre de... Enfin bref, ça c'est un chai. Pas trop détaillé. Ça c'est les... Ça c'est une centrale électrique. C'est pareil, c'est un moyen de descendre sur la plage en utilisant les conduites forcées, en reconstruisant sur les conduites forcées une passerelle qui permet d'accéder à la plage par la centrale électrique. Donc là, il y a une analyse très fine de comment elle est alimentée, de d'où vient cette eau, etc. Ils ont été chercher des documents historiques par ailleurs, un espace public, une piste cyclable de 600 mètres de long pour sécuriser les cyclistes qui aujourd'hui sont au milieu de la route et des stationnements épars, qui viennent dans les gorges. Donc vous voyez ces dessins, c'est pas une école de paysage, mais il y a un moment donné, on est architecte, il faut savoir se cogner les rochers, la forêt, la petite plante qui est en équilibre en face du massif en béton qu'on est en train de faire, de voir la relation entre les deux, comment on gère la relation parfois délicate et parfois, à vrai dire, antagoniste avec les éléments sur lesquels on s'installe. Donc il faut arriver à avoir cette rigueur. Et dessiner une route, c'est comme dessiner un bâtiment, hein. C'est la même question de rigueur, de géométrie, de construction, etc. Après, c'est dans le parc. Bon, je ne veux pas détailler parce que c'était plus le propos, vous avez compris. Ça, c'est un parking qui est aussi une place, qui est aussi la transition entre le haut et le bas, qui permet de croiser la voie ferrée. Un chai, un autre, des logements, un centre personnes âgées avec une crèche dans le village, l'hôtel avec la gare. Vous voyez les arbres avec ces murs de soutènement. Voilà. Et juste pour terminer, comme ça j'aurais promis que ça ne dure pas trop longtemps, parce que j'avais dit que ça ne durerait pas trop longtemps. Quelle heure il est ? Ouais, je suis à peu près, j'avais dit 3/4 d'heure, voilà, 3/4 d'heure. Après, ce que j'essaye de faire, et c'est une chose assez difficile, parce que je ne sais pas comment vous travaillez, en fait, de manière générale. Je vois à peu près le DSA, par exemple, avec Eric Alonso, on travaille un petit peu comme ça avec les étudiants. C'est-à-dire, il y a à la fois des personnalités individuelles, il y a des gens qui discutent après à 2 ou à 3, et puis il y a une dynamique de groupe. Et moi, j'aime bien jouer, je trouve que c'est très intéressant de jouer là-dessus pour essayer de simuler, dans le cadre pédagogique qui est très contraint, qui est contraint pourquoi ? Parce que vous êtes souvent nombreux, et on peut pas, c'est pas si simple, en fait, de simuler à l'école les contraintes opérationnelles qu'on va avoir dans la vie réelle. Dans la vie réelle, vous avez un client, vous avez un maire, vous avez des habitants, vous avez des ingénieurs, vous avez toute une série de personnes tout autour qui interfèrent avec le projet. Vous ne faites pas le projet tout seul, donc il y a une certaine complexité. Et puis parfois, les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc il faut vous bagarrer, il faut discuter, etc. Et en même temps, vous essayez de rester cohérent avec un certain nombre de choses pour tenir dans la durée une idée. Vous voyez ? Et c'est grâce, j'allais dire quelque part, à la fois à des personnalités très fortes, capables de tenir dans la durée quelques idées assez simples et d'aller de l'avant et de garder en fait une certaine coordination des choses, et en même temps capables d'écouter
d'amender les idées, d'échanger, de parfois changer d'avis, etc. Et je trouve que malgré tout, on est dans un système collaboratif, forcément, dans un atelier. Ça, c'est quand ils étaient en train de faire la maquette. Et que donc, on peut simuler, on peut non pas simuler la même chose, parce que c'est illusoire, surtout en 3 mois, parce qu'en réalité, les projets, ils durent 5 ans. Parfois, vous avez même 2 maires ou 3 maires, hein, ça arrive. Donc, les habitants, ils changent, etc. Donc, c'est très dynamique, hein, c'est pas si simple. Donc, en 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, c'est pas si facile. Et donc, pour moi, il me semble qu'il y a 3 niveaux. Il y a la question de chaque étudiant a la responsabilité de ce qu'il fait, lui, et doit le défendre vis-à-vis des autres. Mais il doit aussi négocier avec le suivant. C'est-à-dire, par exemple, dans mon histoire, le gars qui fait l'hôtel avec la gare, il doit regarder comment les gens traversent la route et comment ils vont rejoindre ensuite la passerelle que fait l'autre étudiante qui est après, qui ensuite arrive sur l'espace public, qui ensuite arrive dans le jardin avec le restaurant. Et en fait, dans cette séquence-là, les 4 étudiants se parlent et comparent à la fois de manière très concrète la cote de niveau à laquelle ils sont ancrés et en même temps, de manière plus abstraite, la performance, quelque part, de la séquence qu'ils installent, qui relie plusieurs éléments du nouveau paysage de ce site. Augmenté par un bâtiment, une passerelle, un espace public, un restaurant, un jardin, etc. Et en même temps, il y a aussi la vision globale du groupe qui parfois se réunit et qui réfléchit sur mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cet endroit, quoi. Qu'est-ce qu'on a vraiment résolu, qu'est-ce qu'on défend collectivement. Voilà. Donc si vous voulez, ça pour moi c'est un peu une idée qui est assez simple, mais à laquelle beaucoup d'enseignants de l'école sont attachés. Je vois tous ceux qui sont là, ils sont très attachés à cette question. C'est que l'architecture, c'est à la fois le comment. Vous voyez, la courbe de niveau qui vient exactement se reconnecter au mur, qui est le nivellement impeccable, et puis ce que je disais tout à l'heure, la manière de subdiviser l'espace pour retrouver des petites échelles, des endroits où on peut en même temps avoir le grand horizon, etc. Tout ça, c'est le comment, d'accord ? C'est comment on fait les choses, en dessinant, en construisant, avec la culture constructive, avec la culture architecturale, avec tout ça, avec le dessin. Et puis le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour qui on le fait, à quoi ça sert, mais qu'est-ce que c'est, en fait, quelles sont les conséquences, comment on s'organise, qui est une question politique au sens noble du terme. Et donc, parce que c'est une question politique, c'est une question pleine de contradictions. Il n'y a pas une idée qui domine les autres, c'est pas vrai. Il y a forcément des contradictions. Et donc, il faut profiter du fait qu'on est plusieurs dans l'école pour retrouver, à travers l'exercice de projet, les vertus du débat démocratique, en quelque sorte. C'est-à-dire, non, je ne suis pas d'accord. Si on fait ça, ça va faire ça. Bon, tu crois. Et si on faisait ça, mais tu sais, il y a aussi ce problème. Moi, j'ai trouvé un document. Là, il y a une vraie question sur le trafic des vélos, machin, ça ne marche pas. Il faut absolument résoudre cette question. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas plus prioritaire ça que ça, etc., etc. C'est-à-dire, en gros, des choses qui sont à la fois dans la précision, la mesure, j'allais dire l'acuité de la discipline, ce qu'on peut appeler la discipline, c'est l'architecture, et en même temps, les variations, les impuretés, les difficultés, mais aussi la stimulation extraordinaire que constituent les discussions autour de questions qui sont principalement des questions d'usage, des questions écologiques, des questions de société, qui nous rassemblent quelque part. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Voilà. Et ce que j'ai essayé, et puis je conclue là-dessus, c'est fini, d'illustrer par ces images où il y a à la fois des projets Sur ce petit fragment, il y a 6 ou 7 projets d'individus différents qui ont chacun mis une part d'eux-mêmes, en fait, dans la précision qu'ils ont apportée dans le dessin et la construction des choses. Et en même temps, il y a un travail collectif qui se construit et qui est absolument essentiel. Voilà, ça sera tout pour cette petite leçon. Merci. Ah, on peut se prendre un petit peu quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ?
première qui est difficile toujours, c'est ça? Moi, je connais trop bien Frédéric pour lui poser une question naïve. Moi, je veux bien juste faire 3 phrases. Non, c'est pas une question, mais pour résumer. Premièrement, les choses ont une structure, elles sont dessinées, elles sont organisées, et c'est l'architecture qui organise les choses. Deuxièmement, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des contradictions, et ça se résout par la discussion et le débat. Troisièmement, l'architecture, c'est pas que l'édifice, c'est aussi le sol, c'est aussi l'arbre qui pousse, c'est aussi le jardin, c'est aussi l'infrastructure, c'est aussi la passerelle. Si vous reteniez ces 3 choses, la leçon est faite. En tout cas pour aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres choses à dire, il y a même plein d'autres choses à apprendre. Merci. Vous êtes enseignant en Suisse aussi, du coup, si j'ai bien compris, donc à Mendrisio. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence entre l'enseignement suisse et l'enseignement qu'on peut recevoir ici à Marne-la-Vallée? Alors, les profs, c'est les mêmes. Non. Non, je sais pas. Moi, j'ai jamais vraiment fait de différence avec mes étudiants suisses et les étudiants français. Il y a des gens, enfin, je veux dire, les projets, il y a des projets très virtuoses, d'autres qui sont plus faibles. On peut pas dire qu'il y a une rupture. Par contre, je pense qu'il y a une organisation, il y a une articulation très claire entre des questions de discipline. Alors, le contexte français, en général, à Marne, on est assez suisse, en fait. Hein. Vous êtes dans une des écoles les plus suisses de France, parce qu'il y a déjà, vous avez beaucoup d'enseignants qui ont enseigné ou continuent d'enseigner en Suisse, Sébastien Marot, moi-même, Éric Lapierre, etc. Donc on est collectivement, il y a, comment il s'appelle, Christophe Widerski, qui est une agence en Suisse. Enfin, on a beaucoup, à divers titres, des rapports avec la Suisse. Pas par hasard, pas parce que c'est un système... c'est par hasard, en fait, plutôt, au contraire. Qu'on est dans la même école et qu'on a enseigné en Suisse. Mais je pense parce qu'il y a dans cette école une position, une revendication très forte de l'idée que l'architecture, c'est une discipline, c'est-à-dire qu'elle a son autonomie, qu'elle a des outils spécifiques qui passent par le dessin, qui passent par la question constructive, etc., qui passent par le faire. Je pense que ça, c'est une des raisons. Et puis, dans l'articulation avec les autres disciplines, il y a un très grand respect des autres disciplines aussi. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, c'est plus performant en Suisse parce qu'il y a plus de moyens, je pense, enfin, pour dire les choses un peu crûment. C'est-à-dire que les ingénieurs dont je parle, qu'on consulte, que les étudiants consultent, c'est des ingénieurs qui sont là en plus de ceux qui font les cours. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le prof de construction qui fait le cours de construction, et il a des assistants qui sont ingénieurs, qui sont là pour recevoir les étudiants. Donc les étudiants, ils prennent rendez-vous, ils voient leur prof de projet. Le prof de projet sur le pont, moi, Martha, qui a fait la passerelle, je lui ai dit, écoute, là, sur ton pont, tu as une dilatation. Moi, je ne sais pas la calculer, moi, je ne suis pas ingénieur. Tu as une dilatation, il faut quand même t'interroger à la question de la dilatation, parce que si tu ne veux pas que ça touche le rocher, si quand ça se dilate, ça touche le rocher, ton truc, il est foutu, ça ne va pas marcher. Donc elle est allée voir, elle a pris rendez-vous avec l'ingénieur, et puis ils ont eu un débat de construction sur la question de la passerelle. Elle est revenue avec des solutions différentes. Donc il y a eu une interaction. Donc ça, je pense que c'est peut-être une petite différence. Mais à la limite, ça pourrait être pareil ici. Hein. Il suffirait de l'organiser. Hein. Moi, je trouve ça très... Parce que dans la vraie vie, j'allais dire professionnelle, c'est comme ça, on ne travaille pas tout seul, on travaille en continu. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas se retrouver le jour du rendu avec quelqu'un qui dit « ton truc, il ne tient pas, c'est nul ». Ce qui est intéressant, c'est d'avoir dès l'amont une réflexion avec quelqu'un d'une autre discipline qui vient interagir dans le projet. Donc ça c'est vrai qu'en Suisse, c'est très bien organisé, cette question-là. Et peut-être un peu moins bien chez nous, mais je pense que c'est perfectible, par contre. On pourrait très bien aller dans ce sens, en tous les cas, il me semble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.